Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bernard aujourd'hui qui est derrière le micro et nous recevons une personnalité qui connaît bien l'Iran. Nous allons parler de l'Iran dans toute cette émission. Il s'appelle Thierry Coville. Alors bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour. Je crois que vous ne connaissiez pas encore Radio Libertaire. Je vous dis, non, mais je l'ai déjà écouté, mais j'étais jamais venu. Ah ben c'est déjà bien. Ouais, déjà écouté. Bon, on est content de vous accueillir dans notre émission de Civis Pacem. Alors Thierry Coville, vous êtes l'auteur d'un livre dont on va parler dans cette émission qui s'appelle Iran, la révolution invisible, qui a été publié à La Découverte en 2007. Alors d'abord, peut-être, pourquoi ce titre Révolution invisible ? On va en reparler, hein, on va refaire un petit peu l'histoire, on va refaire tout ça, et y compris l'actualité d'ailleurs. Alors pourquoi ce titre Révolution invisible ? Alors c'est une bonne question, je crois qu'on ne me l'a jamais posée. En fait, je crois qu'il y a deux choses. Depuis longtemps, ce qui m'a animé quand j'ai rédigé ce livre, c'était de montrer, de communiquer, on va dire, oui. Peut-être un peu trop ambitieux, mais au reste du monde qu'il se passait beaucoup de choses en Iran dans le sens d'une véritable modernisation de la société. Je veux dire, et c'est toujours vrai, et on est frappé quand on va en Iran on peut appeler ça comme on veut, mais alors tout dépend de ce qu'on entend derrière modernisation. Je me suis cassé la tête de savoir est-ce que modernisation veut dire occidentalisation. Ça, c'était un vrai problème dans le livre. Mais on a un changement, une évolution des comportements démographiques, des mentalités en Iran. Alors ça, c'est un premier point. Je voulais le montrer à travers ce livre. Et deuxième point, cette modernisation arrive après une révolution islamique et on nous a bassiné et raconté partout que... on l'entend toujours d'ailleurs, hein, c'est le retour en arrière, un événement rétrograde, etc. Et donc c'est pour ça d'où le titre La Révolution invisible. C'est une révolution dont on ne parle pas, mais qui est en train de complètement transformer l'Iran et de le rendre plus moderne. Alors effectivement, vous écrivez à un moment, l'Iran fait certainement partie de ces pays dont l'importance stratégique n'a d'égal que leur méconnaissance par le reste de la planète, et notamment par les pays occidentaux. Là, vous le confirmez, je peux même le confirmer, puisque j'ai fait aussi 2 voyages en Iran. Et ce que vous dites, là, cette révolution invisible, je l'ai vue à l'œuvre. Actuellement encore, au mois de juin 2019. D'ailleurs, on va faire un petit article dans notre prochain numéro de l'Union pacifiste.
Alors, vous écrivez aussi « Le hasard fait que cette conclusion, la conclusion de votre livre Thierry Coville, Iran, la révolution invisible, la conclusion est rédigée alors que l'Iran fête aujourd'hui, le 11 février 2007, l'anniversaire de la révolution islamique. Cela fait 28 ans, jour pour jour, que Khomeini est entré en Iran. » Alors, c'était lorsque vous mettiez la dernière page, disons, de votre livre. Mais vous y avez travaillé quand même de nombreuses années avant. Oui, alors je pense que ça m'a pris à peu près 5 ans de travail, et puis bon, c'était aussi, parce que moi j'ai commencé à aller en Iran depuis la fin des années 80, donc puis j'ai vécu 3 ans en Iran, où j'ai commencé ma thèse à l'Institut français de recherche en Iran, donc c'était tout ce que, en fait, c'était à la fois un travail de chercheur en sciences sociales, parce que je suis économiste de formation, mais je voyais bien qu'il y avait plein de choses en Iran que j'étais pas capable d'expliquer avec mes petits instruments d'économiste. Et puis c'est aussi ce que j'ai essayé de traduire dans ce livre, c'est tout ce qu'on m'a dit, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses en Iran. En fait, de face de connaître les gens, beaucoup de gens me parlaient d'un Iran, enfin même les gens que je voyais tous les jours, ce que j'entendais depuis, on va dire, donc fin des années 80, et puis quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, ça fait plus de 20 ans, j'entendais plein de choses. Il y a un tel écart entre ce que j'entendais, je voyais les gens que je connaissais, qui étaient mes amis, etc., que je voyais en Iran. Donc il y avait cette idée effectivement de montrer que l'Iran l'Iran fantasmé un peu, malheureusement, avec ce pays, n'a rien à voir avec cette réalité. Donc l'idée, c'était vraiment de décrire la réalité de l'Iran. Voilà, c'est ça qui est la difficulté. Et pourquoi vous avez choisi l'Iran pour votre recherche ? Alors c'est pas embêter c'est vraiment le hasard. Non, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard. J'ai été amené à découvrir l'Iran, j'avais aucun plan, etc. J'ai découvert vraiment, j'avoue, la première fois que je suis allé en Iran, je connaissais rien. Je crois que je savais à peine baragouiner quelques mots de persan. J'ai eu la chance que le CNRS m'accorde une bourse pour aller à l'Institut français de recherche en Iran et commencer ma thèse. Et j'avais une énorme méconnaissance de l'Iran. Donc j'ai vraiment appris sur le tas. Ça fait, je vous dis... Quand même pendant 3 ans. Oui, non, mais je veux dire par là que j'ai découvert plein de choses, et c'est vrai que j'ai commencé à comprendre que ce qui me frappe avec l'Iran, c'est que voilà, moi, ce que je vous dis, je suis économiste, mais la difficulté avec l'Iran, franchement, c'est que il faut du travail pour comprendre, mais le problème, c'est que c'est un pays qui a ses racines propres, qui a son histoire propre. Donc, c'est très facile de plaquer, vous voyez, des jugements. On le connaît mal, et on est face à un environnement culturel différent du nôtre. Donc, il y a beaucoup de choses qui font, effectivement, qui vont construire cette méconnaissance. Donc, c'est vraiment fascinant, quand on va vous le confirmer, quand on arrive dans ce pays, qu'on n'y connaît rien, et on se rend compte qu'on est face, voilà, bon, c'est pas dans les clichés genre 2-3 000 ans d'histoire, mais c'est un peu ça. On est face à une vraie civilisation qui n'est pas la nôtre, mais qui a sa logique propre et qui a une vraie modernité. Donc c'est un peu très, très ambitieux ce que je dis, mais c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. C'est que c'est un espace qu'on connaît mal, qui a sa fierté, qui a son identité qui est réelle, et qu'il faut sans doute mieux connaître pour éviter, même concrètement, tellement d'erreurs qu'on voit sur le plan diplomatique. Enfin, j'espère qu'on va en parler. Tout à fait. Alors, donc, Thierry Coville, avant d'écrire Iran, la révolution invisible, vous avez publié d'autres livres, justement, plus spécifiques sur l'économie. Alors, je lis, par exemple, L'économie de l'Iran islamique entre l'État et le marché. D'ailleurs, ça, c'était votre thèse, je crois. Alors ça, c'était un ouvrage collectif que j'avais dirigé. Et ma thèse, c'était entre l'économie de l'Iran islamique, donc quand je l'ai publié en 2002, voilà. Entre ordre et désordre. Oui. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours ce même thème, finalement, que j'ai développé avec l'Iran, la révolution invisible, c'est que l'Iran est un pays compliqué, et c'est difficile d'avoir une vision binaire de l'Iran. L'Iran, c'est toujours un mélange. Ça dépasse mes compétences. Vous savez, c'est le pays, je crois, où est né le manichéisme. Donc, il y a toujours cette idée, le bien et le mal. Et puis en Iran, on se rend compte que la réalité, elle est jamais noire et blanche, elle est toujours grise. Donc on le voit ça en économie, parce que entre l'État et le marché, ça dit bien que il y a un rôle important de l'État, mais il y a aussi des entrepreneurs en Iran, il y a un secteur privé, donc les deux s'accordent plus ou moins. Très entrepreneurs en Iran. Ce qui différencie l'Iran du reste de la région, c'est qu'il y a une vraie tradition un vrai entrepreneuriat, un vrai secteur privé, d'ailleurs qui est né avant la Révolution, avec sous les efforts du Shah, etc. Entre ordre et désordre, c'était
finalement, quand on est économiste, on nous parle, quand on apprend l'économie, toujours de la notion d'équilibre. Vous voyez, c'est hors d'équilibre, il n'y a pas de salut, etc. Quand on va en Iran, on se rend compte qu'il y a du déséquilibre partout. Je vais essayer de traduire. Pourtant, ça fonctionne. Exactement, 1% ça marche. Donc il y a des déséquilibres, il y a 20% d'inflation chaque année depuis la révolution iranienne, donc tous les économistes vous diront c'est pas bien l'inflation. Ben là, on se rend compte que finalement il y a une modernisation, il y a de l'inflation, il y a des déficits. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon livre, ma thèse, c'est Entre ordre et désordre, quoi. Il y a à la fois la notion de déséquilibre, équilibre, et c'est pour ça que j'ai fait ma thèse avec Michel Aglietta, qui est parmi les économistes français qui insiste beaucoup sur le fait que derrière l'économie, en fait, il y a le social et le politique. Donc c'est ça qui m'intéressait. Donc finalement, il y a une certaine logique avec cet ouvrage, et je suis toujours pas arrivé à essayer de voir qu'est-ce qui explique en fait on en revient toujours à ça, cette résilience de l'Iran, cette résistance. Qu'est-ce qui explique, en dépit de contraintes énormes de l'extérieur, hein. Enfin, je veux dire, ils font face à une pression. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui resteraient unis face à une pression pareille. Tous les pays alentours. Quasiment. Et puis les pays ils prennent les États-Unis quelque part en pleine face, quoi. Depuis la révolution iranienne, depuis 40 ans, ils font ça alors, il n'y a jamais eu une guerre entre l'Iran et les États-Unis, mais on voit Trump tous les jours se vante d'une politique de pression maximum pour les faire craquer contre l'Iran. Et puis en intérieur, on a une société qui se modernise à toute vitesse. Donc, comment expliquer que ce pays, avec tous ces déséquilibres, avec toute cette pression extérieure, avec ces pressions en interne, se développe avec sa propre logique. Il y a une cohérence en Iran. Donc, c'est ça qui interroge, quoi. Oui, d'ailleurs, cette année encore, je suis allé dans les villes de Mashhad et j'ai été étonné justement que tout fonctionne. Et on voit même des villes prospères. Je veux dire, il y a des zones extrêmement prospères en Iran. On présente ça en Occident comme un pays au bord de la faillite, mais quand on va sur place, on se rend compte qu'ils ne sont pas au bord de la faillite. Oui, non, mais je pense que c'est très intéressant. Alors, Téhéran est intéressant parce que c'est une ville tellement gigantesque, etc. Mais ce qui est très intéressant en Iran, c'est d'aller dans toutes ces villes moyennes. Tabriz, même moi j'ai eu la chance, je crois que c'était en septembre, il y a juste à peu près un an, en septembre 2018, je suis allé à Médan, je n'étais jamais allé de ma vie, mais on est face à des villes, voilà, on revient à cette question moderne, avec une infrastructure moderne, avec toutes les familles qui se promènent dans la rue, je veux dire, après, à partir de 6h, 8h du soir, vous voyez les familles dans la rue, on sent pas, c'est quand même... C'est pas l'idée que de dire qu'il y a de la criminalité à chaque coin de rue dans les pays occidentaux, mais on sent pas ce danger en Iran. Vous confirmez ce danger en Iran de toujours faire attention à ce qui peut se passer. Il y a une sorte de paix, d'harmonie. Je dis pas que tout va bien, mais je veux dire, donc on a une ville moderne. Voilà, on voit des femmes voilées, mais enfin, de vous dire, on sent cette modernité. On a les systèmes de transport en commun. Moi, j'ai été frappé par la propreté du métro à Téhéran. Hein, vous confirmez. Donc voilà, on est face à des pays, des comportements. Voilà, à la fois des équipements modernes, des comportements modernes, quasiment, et c'est ça qui distingue, ce que j'ai essayé de démontrer dans ce livre, c'est que il ne faut pas non plus opposer, je pense, il s'est passé beaucoup de choses qui se passent en Iran aujourd'hui en matière de modernisation, sont nées d'efforts réalisés avant la révolution. Il ne s'agit pas de dire que, vous voyez, moi je ne suis pas du tout dans la logique de dire tout est bien aujourd'hui et puis tout était nul avant la Révolution. Notamment le père du Shah, Reza Shah, a lancé des dynamiques en ce qui concerne par exemple la construction d'universités, la construction d'un système de justice moderne, la construction d'une armée. Tout ça, ça vient notamment du père du Shah, Reza Khan, qui a pris le pouvoir en 1925. Voilà, 1925. Mais ce qui est très intéressant, c'est que alors c'est ça qui est difficile quand il y a une révolution, c'est que alors ils ont fait une révolution, ils sont contre le régime précédent, mais quelque part il y a beaucoup de politiques qui étaient menées avant qui sont poursuivies, notamment dans ce que je montre un peu dans ce livre, ce qui concerne la centralisation, la modernisation de l'État. Mais ce qui a réussi sans doute mieux la République islamique d'Iran, ce que n'avait pas fait le régime précédent, c'est ce qu'on appelle chez les chercheurs en sciences sociales modernisation par le bas. C'est-à-dire que c'était un alphabétisation. Système, voilà, exactement. Alphabétisation, développement d'un système de sécurité sociale, infrastructures, notamment pour tout, si vous voulez, le développement des infrastructures dans les villes moyennes, dans les grandes banlieues comme Karach, qui est devenue une grande ville, etc. Donc ils ont eu un système de développement plus inclusif. Et donc on a une vraie modernisation. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quelque part, en menant ce type de politique, on voit souvent ça en sciences sociales, l'État a réussi. Quelque part, l'État iranien, il a réussi parce qu'on a un pays plus moderne. Mais il a réussi, mais il doit faire face aux conséquences de sa réussite. C'est qu'il a en face de lui maintenant 80 millions d'Iraniens qui sont devenus, qui sont modernes dans leur tête et qui demandent
comme beaucoup de pays, de sociétés modernes, une véritable démocratie, un état de droit, des emplois pour les jeunes. Vous voyez, si vous voulez, donc il y a ce que je trouve fascinant en Iran, c'est qu'on a une société de plus en plus moderne, mais qui a des demandes maintenant qui sont associées à cette modernité. Alors Thierry Coville, on va continuer à parler de votre livre Iran, la révolution invisible, mais d'abord on va se replonger un peu dans l'ambiance iranienne. On va écouter un peu, faire une petite pause musicale avec Mohammad Reza, justement, Mohammad Reza. Donc on va écouter Mohammad Reza. Jeune instituteur, qui est devenu professeur à l'université de Téhéran et qui a travaillé à la radio, à la télévision nationale, et qui a enregistré avec les meilleurs instrumentistes, on dit, iraniens. Il est considéré d'ailleurs comme le principal représentant vivant de la musique classique persane, et je pense qu'on va pouvoir l'entendre maintenant, ce monsieur Mohammad Reza. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en présence avec Thierry Coville. Thierry Coville qui a écrit un livre qui s'appelle Iran, la révolution invisible.
Nous avons déjà su un peu pourquoi Thierry Coville a écrit ce livre, comment il l'a écrit, et puis maintenant on va faire un petit rappel de l'histoire quand même de l'Iran, parce que, vous avez parlé bien sûr de la révolution qui a suscité une énorme inquiétude dans le monde du fait de la volonté proclamée de la République islamique d'exporter la révolution dans la région, ce que finalement ils n'ont pas fait, au risque de déstabiliser une zone essentielle pour les besoins en pétrole de l'économie mondiale. Alors tout de suite, cette révolution a créé des problèmes avec les États-Unis, dès le départ. Alors, pas vraiment dès le départ, en fait. Je ne saurais plus exactement, si vous voulez. Bon, Khomeini, il faut rappeler peut-être les chiffres, les dates. Il revient en Iran en février 1979. Voilà, c'est ça. Juste après le départ du Shah. Oui. Donc, il revient, et puis très rapidement, donc le système, si vous voulez, le gouvernement se met en place. Alors, à l'époque, il faut reconnaître, pas grand monde savait exactement ce qu'allait faire Khomeini, parce qu'il y avait toute l'opposition iranienne. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la révolution iranienne, elle n'a pas été faite que par les religieux. Il y avait une alliance assez hétéroclite avec les partis de la gauche iranienne, le Parti communiste, parti... qui avait été bien abîmé, le Parti communiste, à l'époque du Shah. Oui, qui avait été fortement réprimé par la période du Shah. Vous aviez également toute la droite nationaliste héritière de Mossadegh, qui a participé, ce qu'on appelle, en Iran, ça s'appelle le Front National, qui a participé également à la révolution. Et puis, il y avait le groupe des religieux. Et à l'époque, en fait, les non-religieux pensaient que, Khomeini, on se reliait à lui parce qu'il avait un charisme énorme, et c'est lui qui a mobilisé toute cette classe pauvre en Iran qui a adhéré à lui. Donc les partis non religieux se sont dit, il est très utile parce qu'il nous amène du monde, et puis les religieux savent bien organiser les manifestations, etc. Mais ensuite, une fois qu'on aura fait la révolution, nous, on va prendre les affaires en main, et puis lui, il retournera dans sa mosquée. Et lui, il a joué un petit peu sur cette ambiguïté. Il n'avait pas dit clairement, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Et puis quand on arrive en Iran... Oui, parce qu'il a été accueilli, vraiment, vous dites 3 millions de personnes. Alors, si vous voulez, on va dire, je pense qu'il a, quand on regarde quand même les enjeux, tout ce qui s'est passé, on se rend compte à quel point il a montré une intelligence politique assez exceptionnelle. Parce qu'il disait toujours, si on l'écoutait bien, il disait toujours, oui, je reviens en Iran pour mettre en place une démocratie. Puis à la fin de sa phrase, il disait toujours à la mode islamique. Et comme c'est toujours pareil, on entend que ce qu'on veut vraiment, voilà, on entend ce qu'on désire véritablement. Tout le monde se disait, il va revenir en Iran, il va installer la démocratie, tout sera merveilleux. Et puis en fait, il a mis en place effectivement une république islamique. Alors qui avait quand même un projet. À la base, c'est quand même un projet d'utiliser l'idéologie, on va dire islamique, pour effectivement mettre en place un système fort sur le plan intérieur, et effectivement également ce projet je pense, c'était réinstaurer l'Iran en tant que puissance régionale. C'est que je veux dire, c'est là où on revoit si vous voulez, c'est ça qui est compliqué avec l'Iran, c'est qu'il y a toujours la permanence d'un projet, d'un État fort en Iran. Mais ce qu'a fait Khomeini, sans doute, c'est qu'il a mobilisé toute cette à la fois ce soutien populaire parce que les Iraniens sont à 90% chiites, donc ce soutien populaire religieux derrière lui, et puis également donc pour instaurer un pouvoir fort, puis également très nationaliste. Donc ce mélange d'islamisme et de nationalisme, donc il a mis en place, l'Iran est devenu une république islamique avec effectivement en mettant, si vous voulez, pour faire simple, il a appliqué ce principe de velayat faril. Donc velayat faril, c'est de dire que, en gros, il faut qu'il y ait un religieux qui éclaire le système. Donc le velayat faril en Iran, c'est un religieux qui doit être, comme disait la constitution iranienne elle-même, ça doit être un religieux, mais qui doit être au courant des affaires du monde. C'est pas simplement un type qui était simplement dans sa mosquée. Donc c'est lui qui est le numéro 1 du système. Donc c'était Khomeini, un poste pour Khomeini, si vous voulez. Donc il domine le système. Et en dessous de lui, c'est là où c'est compliqué en Iran, il a créé un système un peu bizarre. Vous avez un président élu pour 4 ans, un parlement également élu pour 4 ans. Donc, si vous voulez, on a à la base, en Iran, il a créé un système où vous avez une concurrence, en fait, entre deux légitimités. Une légitimité religieuse, qui l'a représenté lui, et puis, quelque part, une légitimité démocratique. C'est ça qu'on ne veut pas voir en Iran, si vous voulez. C'est effectivement, sur le papier, une république islamique, moi je l'admets, mais vous y êtes allé vous-même, vous voyez bien que c'est plus compliqué que ça. En Iran, vous avez vraiment un affrontement. Alors, c'est un affrontement spécifique à l'iranienne, parce que quelquefois on ne le voit pas trop, mais il y a un véritable affrontement entre les partisans
quelque part de la ligne dure qui disent non, c'est la vérité Faril, donc c'est la primauté du guide qui doit dominer tout le reste. Et il y a ceux qui disent non, l'Iran c'est aussi une république avec effectivement un président, donc aujourd'hui c'est Hassan Rouhani, et un parlement qui doivent jouer leur rôle. Donc il a mis en place ce système et effectivement c'est compliqué. Alors on est passé en Iran, on passe toujours d'un extrême à l'autre. Donc au début, on croyait qu'il allait instaurer la démocratie. Ensuite, on nous a raconté que c'était non, un retour en arrière. Et puis maintenant, on commence à voir avec tout ce qui s'est passé, c'est que c'est plus compliqué que ça. Vous avez quand même un gouvernement qui a mis en place, qu'on a parlé qui a mis en place des politiques, il faut le reconnaître, qui vont dans le sens d'une modernisation de la société iranienne, d'une augmentation du niveau d'éducation. Je vous donne un chiffre. Je crois qu'avant la révolution, il fallait vérifier, je pense qu'il y avait peut-être 1% de la population iranienne qui faisait des études. Aujourd'hui, c'est 6 à 7%. Avec une majorité de filles d'ailleurs qui réussissent mieux que les garçons. Alors effectivement, et par rapport là où la réplique islamique a réussi, c'est effectivement maintenant en Iran, ça c'est des chiffres. Je veux pas dire que l'Iran c'est bien ou c'est mal. Les chiffres nous disent qu'on a à peu près la moitié de filles dans les universités en Iran. Donc ça veut tout dire. Donc ça veut dire que petit à petit, dans tous les domaines, dans toutes les branches, l'Iran est aujourd'hui, je pense, au monde, le pays qui, entre guillemets, il faudrait voir un des premiers pays au monde qui produit, qui a le nombre d'ingénieurs femmes chaque année. Je voyais là sur les réseaux sociaux, là, il y avait pour la première fois, il y avait un avion iranien où c'était 2 femmes qui pilotaient, qui étaient à la fois le pilote et le copilote. Bon, ça, on le voit en Iran, ça, si vous voulez. Donc, on a un pays moderne, mais effectivement, vous avez une république islamique. Donc, vous avez, ce qui est difficile à déceler cette modernité, c'est qu'on a un affrontement permanent en Iran. Je pense que c'est un vrai affrontement entre ceux qui veulent, qui défendent le principe de cette vérité Faril et ceux qui sont pour un système quand même un petit peu plus républicain. Alors, on vous dit qu'il y a une synthèse. Dans un sens, il y a une synthèse. Ils arrivent je pense que c'est le nationalisme, en fait, qui permet cette synthèse. Mais on a quand même des tiraillements forts à l'intérieur du système entre ces deux courants. Alors Thierry Coville, c'est effectivement ce qu'on découvre en lisant tout votre livre. Et j'ai appris aussi quelque chose, c'est que cette constitution qu'ils ont faite en Iran a été inspirée de la constitution française. Alors, il y avait quand même des traditions aussi entre la France et l'Iran, déjà, même à l'époque du Shah. Et là, vous avez, par exemple, c'est vrai, vous dites aussi qu'ils voulaient retrouver leur place, l'Iran, dans le monde. Mais à l'époque du Shah, quand même, les États-Unis en avaient fait quand même le gendarme du Golfe, avec une armée très puissante, etc. Donc, pourquoi vouloir retrouver une place Alors, je pense que, si vous voulez, les révolutions, regardez, il n'y a pas que la révolution iranienne, savoir pourquoi il y a une révolution, pourquoi elle arrive, bonjour. Oui. C'est toujours facile de dire après, c'est bien ce facteur-là, donc c'est très compliqué. Pourquoi ça arrive à ce moment-là ? Il y a la période, je pense que vous avez discuté avec des Iraniens récemment, ils disaient il y a aussi c'était l'époque où on croyait à l'idéologie quelque part révolutionnaire, on va tout changer. Vous voyez, il y avait l'impact des idées. Parce que sous le Shah, quand même, il y a eu des révoltes, il y a eu on l'a carrément chassé, le Shah. Il a été chassé par les manifestations. Alors, pour répondre à plus précisément, qu'est-ce qui a motivé la révolution ? Je pense qu'il y a un des éléments forts, l'Iran est un pays profondément nationaliste et qui a cette, si vous voulez, vous discutez avec les Iraniens, c'est l'idée, si vous voulez, et ils ont été profondément meurtris depuis longtemps par le sentiment qu'ils ne maîtrisaient plus leur destin. Et je pense que ça remonte de loin. Et alors l'Iran moderne, c'est depuis en fait le 19e siècle. Vous avez au 19e siècle à la fois 2 pays qui commencent à piller économiquement l'Iran en le dominant politiquement, c'est la Russie et l'Angleterre. Et ça a été, pour les Iraniens, c'est une blessure, si vous voulez. Se surajoute à ça, vous avez effectivement un régime monarchique qui se met en place avec les Pahlavis à partir de 1925. Et donc, il y a l'idée que l'Iran doit retrouver sa souveraineté. Manque de chance, si vous voulez, manque de chance. L'histoire joue des tours parce que vous avez, après, donc, là, pour faire court, là, vous avez la Deuxième Guerre mondiale qui intervient. Et le début de la Deuxième Guerre mondiale permet aux Alliés d'éjecter le père du Shah, qui est supposé trop proche des Allemands, de Hitler, et on met à sa place son fils, Mohamed Reza Shah, qu'on estime plus malléable, etc. Et
c'est intéressant, c'est que ça donne le fait qu'il y a un jeune souverain en Iran, pas trop inexpérimenté. vous avez une sorte un petit peu, c'est une bonne période pour la démocratie en Iran. Et vous avez une monarchie constitutionnelle et le Parlement commence à jouer son rôle. Et il y a un phénomène très important, une période très importante pour l'Iran, c'est vous avez ce parti, le Front National, qui est très nationaliste et qui veut à l'époque nationaliser le pétrole qui est exploité par une compagnie anglaise qui s'appelait l'Anglo-Iranian Anglo-Persian Oil Company, qui est devenue par la petite histoire BP. Ah oui. Ah oui, c'est, le monde est petit, comme on dit. Et en fait, Mossadegh est nommé Premier ministre en 1951, nationalise le pétrole. Et c'est l'Iran est le premier pays tiers-mondiste qui nationalise, je crois, l'industrie pétrolière. Et c'est là où on voit l'histoire est intéressante, c'est que les Anglais le prennent très mal, traînent l'Iran devant les Nations Unies, mettent en place des sanctions économiques et vont organiser un coup d'État pour éjecter ce Premier ministre qui a osé nationaliser le pétrole. Et c'est là où l'histoire est intéressante. Ce coup d'État est organisé par l'intelligence service, mais également par la CIA. C'est-à-dire que, et c'est là je pense que c'est une blessure énorme pour les Iraniens. Si vous lisez un peu ce qui se passait à l'époque, Mossadegh croyait que les Américains allaient aider ce petit pays, quoi, qui luttait contre les Anglais, donc allaient lui permettre de les aider dans cette lutte contre les despotismes. Manque de chance, les Américains aident les Anglais à se débarrasser de Mossadegh, remettent Mohammad Reza Shah sur le trône, et alors là on est parti, c'est eux qui prennent le pas sur le pays. Ils prennent des participations dans cette nouvelle compagnie pétrolière qu'ils vont mettre en place, donc avant qu'ils n'avaient pas de participation. Ils vont commencer à dominer le marché iranien avec plein de grosses entreprises, et ils vont commencer à dominer le marché de l'armement en Iran. Ils vont commencer à être devenus le premier partenaire en termes de défense de l'Iran, et l'Iran devient un petit peu leur tête de pont dans la région et devient la tête. On est au début de la guerre froide et ils font de l'Iran, leur objectif, se faire de l'Iran un petit peu la tête de pont contre les avancées de l'URSS. Et ce que je veux, tout ce long développement pour vous dire que ça se mécontente. Cette idée qu'ils sont dominés par les États-Unis et que Mohammad Reza Shah, en dépit de tous ses efforts, qui était très nationaliste, il n'a jamais pu se débarrasser de cette tâche, si vous voulez. Il est toujours comme, quelque part, celui qui a mis l'Iran dans la main des Américains. Et je pense que cette réaction nationaliste aussi violente qu'on a eue à la Révolution, en grande partie, c'est ça. C'est créer un pouvoir qui soit complètement indépendant. Alors, ils ont utilisé ce qui nous semble étrange en France, notamment, c'est qu'ils utilisent la religion pour ça. Mais en Iran, la religion a toujours été associée à tous les mouvements politiques depuis cette lutte contre les pays impérialistes au XIXe siècle. Donc quelque part la religion, c'était un peu comme en Pologne, c'était vu comme un instrument de libération. Et ils ont vu dans ce système, ce qu'ils voulaient mettre en place, c'est un système. Pour ça que Khomeini, après ces positions anti-américaines, on en parlait, c'est qu'il valide la prise des otages de l'ambassade des États-Unis. L'idée, on doit prendre notre revanche. C'est pour ça que je pense que c'est là que Trump n'a pas compris. Si vous voulez, l'idée ce que les Américains ont du mal à comprendre, c'est que l'affaire des otages, c'est là, quelque part, c'est une réponse à comment avez-vous osé nous débarrasser quand même pour les Iraniens, les Américains les ont privés d'un système quand même démocratique qu'ils avaient dans les années 50 et ont mis la main sur le pays et ont réinstauré une dictature. Si vous voulez. Donc il y avait tous ces comptes à régler, alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais qui ont un peu explosé lors de cette révolution iranienne. Alors on va parler justement, Thierry Coville, on parle de votre livre Iran, la révolution invisible. On va parler du rôle qu'ont joué aussi dans cette révolution les jeunes d'abord, et puis aussi les femmes. Mais avant, on va écouter encore une petite musique iranienne. آتشم به خرمن عمر بگو بسوز که بر من به برگ آهی نیست مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما برازیم گناهی نیست چرا ز کوی خرابات روی برتابم چرا ز کوی خرابات روی برتابم که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست سر
زلف و خال مده که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست بر من ببر کاهی نیست مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست چرا سکوی خرابات روی برتابم چرا سکوی خرابات روی برتابم. Bonjour encore aux auditrices et aux auditeurs de Civis Pacem qui rejoignent notre émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thierry Coville qui a écrit le livre Iran, la révolution invisible. Nous parlons donc de ce pays qui est dans la tourmente encore aujourd'hui, la tourmente non seulement guerrière mais de l'actualité. Et nous avons repris un peu l'histoire de la révolution iranienne, la révolution islamique. Et justement, Thierry Coville, dans cette révolution, les jeunes et les femmes ont joué un grand rôle. Alors les jeunes d'abord peut-être, les étudiants. Oui, alors vous avez ce qu'on appelle la Confédération des étudiants, qui était une sorte d'organisation mondiale qui regroupait tous les étudiants iraniens dans le monde, qui a joué un très grand rôle dans toute cette opposition au Shah. Donc effectivement, vous avez d'ailleurs, c'est intéressant, c'est tous ces jeunes, je crois que c'est Farhad Rosso-Ravar, qui est un sociologue iranien qui a fait carrière en France, qui explique bien un certain nombre de ses ouvrages à quel point au moment de cette révolution, vous avez dans les familles des choses qui se passent. Vous voyez, c'est aussi le moment où les jeunes prennent un petit peu d'autonomie par rapport à leurs parents, etc. Donc il se passe plein de choses. Et puis effectivement, on voit c'est là, je répète, tous ces clichés qu'on a sur l'Iran aussi. Ces femmes qui je crois que c'est Bernard Hourkade qui en parle, ces femmes de milieu, par exemple, traditionnels, qui vont prendre possession de la rue en Iran, qui vont aller dans la rue, qui vont commencer à manifester, à avoir des dialogues politiques. Ça, je l'ai vu en Iran, c'est frappant. Et c'est le genre de choses qu'on imagine mal. Qu'on imagine mal, puis auxquelles les médias, les grands médias ne vont pas prêter importance. Mais ce qui me frappait en Iran, c'est que vous aviez ces fameuses femmes iraniennes dans leur tchador noir, plutôt âgées, qui vont faire les courses, etc. Et puis qui vont à la mosquée, parce qu'elles vont toujours à la mosquée. Puis à la mosquée, elles entendent le message politique. Donc elles rentrent à la maison et disent alors, donc les Américains, ils sont en train de, vous voyez, donc il y a une sorte de, quelque part, de démocratisation. Ils commencent on leur parle comme des adultes, quand on leur dit voilà, l'Iran fait face à une agression. Peut-être, vous voyez, il y a de l'idéologie derrière, mais quelque part, je pense que lors de la révolution iranienne, ce qu'on a du mal à comprendre, je pense que ça fait rentrer un petit peu sur le devant de la scène toute une partie de l'Iran qu'on ne voyait pas, qui était plutôt cet Iran traditionnel, religieux. C'est difficile, parce que moi, je n'ai pas connu cette période d'avant la Révolution, donc je ne veux pas dire qu'elle était méprisée par les politiques du Shah, mais disons, pour le Shah, l'Iran devait être moderne, donc l'Iran, ça devait être des grandes sociétés, ça devait être des grands magasins, vous voyez, les grands magasins du centre-ville, ça devait être un Iran qui n'était pas, je veux dire, qui n'était pas l'Iran des mosquées, si vous voulez. Donc c'est tout cet Iran traditionnel qui avait été quand même oublié par le régime précédent, il est revenu, et notamment, effectivement, on a ces femmes islamiques. Donc, pareil, c'est intéressant parce qu'il s'est passé, parce que ces femmes islamiques, elles ont fait la révolution, et puis dans beaucoup de familles, ce qu'on a vu, ce qui a été étudié, donc on parlait du rôle du voile, mais c'est plus compliqué que ça, parce que voilà, en Iran... Alors, ce fameux voile, justement, à l'époque de Reza Shah, il avait été carrément interdit.
C'est-à-dire qu'on demandait aussi aux hommes, vous racontez ça, de porter un costume occidental. Les religieux demandaient une autorisation pour porter certains habits religieux. Donc on comprend qu'il y a eu une réaction par la suite. Alors, en travaillant sur l'Iran et en temps français, j'ai appris qu'il faut éviter... l'expérience d'un pays n'est pas forcément transposable dans l'autre. Par contre, ça permet de faire réfléchir. Alors effectivement, l'épisode auquel vous faites allusion, c'est quand Reza Shah a pris le pouvoir en Iran, il avait cette idée d'imposer une modernisation par la force. Donc il y a eu du jour au lendemain, il a dit non, les femmes n'ont pas le droit d'être voilées dans la rue. Donc c'était extraordinairement violent parce que les policiers iraniens de l'époque avaient, s'ils trouvaient une femme voilée dans la rue, vous voyez, regardez l'épisode récent qui s'est passé, mais vous voyez la violence, pas simplement que symbolique. Ils dévoilaient la femme en public. Donc, vous imaginez la violence. Donc, c'est imposer, on en revient à imposer une modernisation par le haut à une société qui est déstabilisée par ça, c'est pas bon. Et à tel point que ça a conduit à des comportements, enfin, c'est presque drôle, c'est que le Reza Shah, je crois, il organisait des grandes fêtes publiques à l'époque. Donc, l'idée, il invitait les dignitaires locaux. L'objectif, c'est, il leur disait, venez accompagner, comme ça votre femme, elle sera bien obligée de venir dévoiler. Vous savez ce que faisaient les dignitaires locaux à l'époque ? Je crois qu'ils venaient, bon, je voudrais pas m'avancer, mais j'ai lu des ouvrages où ils venaient avec des prostituées. L'idée, voilà, parce que la femme, elle reste à la maison, elle va rester voilée, et pour eux, c'était quelque part, c'était quasiment une atteinte à leur intimité d'amener leur femme dévoilée. Donc on en revient à cette idée que imposer quelque chose par le haut, par la force, non, ça marche pas. Et ce qui est très intéressant, je reviens à ce que je disais parce que je pense que c'est intéressant ce qui s'est passé en Iran, ces familles islamiques traditionnelles, elles font la révolution. Et puis ensuite, l'université, on est dans une république islamique, donc avant, elles avaient un peu de crainte à envoyer leurs filles à l'université. Maintenant, c'est une république islamique, donc c'est bon. Les filles réussissent bien au concours pour aller à l'université, donc on envoie la fille à l'université. Le problème, la fille, avec le voile, elle fait des études. Mais elle fait des études, elle prend de plus en plus, pas qu'un pouvoir symbolique, elle se retrouve médecin, chirurgien, ingénieur. Les rapports de force dans la famille ne sont plus les mêmes. Donc elle ne veut pas forcément se marier comme l'avaient prévu les parents, elle veut vivre sa vie, c'est ce qu'on voit en Iran aujourd'hui. Donc c'est là où c'est compliqué. Hein. La fille de famille traditionnelle avec le voile, elle fait des études, elle acquiert une autonomie où maintenant elle peut contester ce que lui disent ses parents, dit vous voulez. Donc ça fait réfléchir quand même, ça invite à penser que peut-être ce qui est quand même la base, ce qui a été la base en Iran de cette modernisation, c'est l'accès à l'éducation supérieure et notamment pour les filles. Alors justement, on apprend aussi, vous l'apprenez, je ne le savais pas, que par exemple, après la révolution islamique, par exemple, la contraception est très développée en Iran. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été interdite. Et puis alors, il y a aussi les fameux mariages arrangés. Là, c'est-à-dire les fameux... non, on n'appelle pas ça les mariages temporaires. Les mariages temporaires, voilà. Les mariages temporaires, ce qui est extraordinaire. Bon, non, mais c'est d'abord pas la contraception. Effectivement, là où effectivement on est à des kilomètres de l'image d'un Iran rétrograde, c'est que... Alors c'est vrai, les tendances démographiques, juste après la Révolution, le pays va un peu dans le mur parce qu'il a une croissance démographique très forte. Et les dirigeants iraniens se rendent compte qu'ils vont dans le mur. Donc ils mettent en place une politique de planification familiale avec l'accès à la contraception. Je voyais, il y avait je me rappelle des panneaux publicitaires quand j'habitais en Iran, famille plus petite, famille plus heureuse. Si vous voulez, il y a toute une incitation effectivement à la planification familiale, à la contraception. Et ça a marché. L'Iran, et ça, c'est, vous savez... comme disent les grands spécialistes de démographie, la modernisation des comportements démographiques annonce beaucoup de choses sur la modernisation des comportements. En Iran, le taux de fécondité, le nombre d'enfants moyens par femme, il est passé de 7 enfants avant la Révolution à 2 aujourd'hui. Donc on a une modernisation des comportements démographiques en Iran qu'on a peu vu dans d'autres pays et qui montre tout ce que je vous ai dit, quelque part, qui est la traduction de tout ce que je vous ai dit. Donc on nous raconte partout que l'Iran est un pays rétrograde, mais comment expliquer que ce pays, entre guillemets, rétrograde, est une modernisation du comportement démographique. Donc les femmes en Iran, maintenant, elles se marient plus tard, elles veulent moins d'enfants, elles veulent d'abord faire des études, si vous voulez, elles veulent cohabiter, voilà, il y a le concubinage d'abord, etc. Donc on a une modernisation des comportements en Iran, et c'est un peu la contradiction de l'Iran, quelque part, qui a été créée par le régime lui-même.
Et donc maintenant, effectivement, on en parlait tout à l'heure, les femmes iraniennes, elles sont mieux éduquées, elles veulent vivre leur vie, et elles sont les premières à critiquer, à contester. Moi, je vois, il y a de plus... Enfin, on a une liberté de parole en Iran, de critique. Moi, je voyais les programmes à la télé, il y a une Iranienne qui a un programme, je crois, sur l'économie, mais elle passe son temps à traîner dans la boue les politiques du gouvernement. Alors, des fois, ça dérape, les journalistes se retrouvent en prison, mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est comme une vague qu'on ne peut pas arrêter. Notamment les femmes iraniennes, elles ont pris la parole et, à mon avis, elles ne vont pas se taire de sitôt. Alors Thierry Coville, donc tout ça, on le retrouve aussi un peu dans votre livre, là, mais là, vous nous apportez des éléments nouveaux sur l'Iran. Et malheureusement, il leur est arrivé la fameuse guerre Iran-Irak. Alors là, ça a été une grande catastrophe pour l'Iran. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que derrière Saddam Hussein et l'armée irakienne, il y avait pratiquement énormément de puissance. Il y avait bien sûr il avait été, Saddam Hussein, armé, encouragé même à essayer de faire tomber le régime de Khomeini par des puissances occidentales, les États-Unis, la France notamment aussi. Oui, alors j'avoue que moi aussi j'ai fait un peu mon apprentissage des rapports de force et des géopolitiques en travaillant sur l'Iran. Donc au début, si vous voulez, quand on n'y connaît rien, on se dit qu'il y a toujours cette idée que d'un côté, vous avez c'est un peu ce qu'on nous vend, les pays occidentaux qui respectent l'état de droit et la démocratie face à regardez comment on parle de la Turquie aujourd'hui, face à ces barbares qui respectent rien, qui n'écoutent pas, qui se sont entêtés. Dans le cas de l'Iran, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, le pays a fait la révolution islamique et menaçait tous les pays dans le monde, a pris les otages américains. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils ont pris en otage les membres de l'ambassade américaine. D'un autre côté, Saddam Hussein attaque l'Iran sans raison. Et n'a jamais, il faut le dire quand même, parce qu'on nous rappelle toujours que d'un côté, il y a l'état de droit, la démocratie du côté des pays occidentaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en grande partie parce que la France, les États-Unis, l'Angleterre ne le voulaient pas, n'a jamais condamné Saddam Hussein. Et donc, les pays occidentaux ont vu dans cette attaque de Saddam Hussein une manière de contrer et de calmer l'Iran qui apparaissait dangereux. Autre élément qui est quand même scandaleux, il y a eu des centaines, on a fait plus que ça, comme vous le savez très bien, mais c'est les faits. On a armé jusqu'aux dents Saddam Hussein. Alors il fallait qu'il repaye ça, mais il s'est endetté, c'était pas gratuit, mais on l'a armé jusqu'aux dents, notamment les Français. Et puis Saddam Hussein a quand même mené, on nous dit que les armes chimiques c'est pas bien en Syrie, mais enfin, moi je me rappelle un peu l'histoire, les Iraniens s'en rappellent un petit peu, quand c'était Saddam Hussein qui a fait des centaines, c'est pas simplement c'est des centaines d'attaques avec des armes chimiques contre les Iraniens, les Occidentaux le savaient, le cautionnaient. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des entreprises. C'est eux qui les fournissaient. Voilà, qui le fournissaient. Donc, c'est pour ça, pour revenir, effectivement, je pense que c'est pas très glorieux, quelque part. C'est effectivement, je sais pas dire que l'Iran était gentil à l'époque. L'Iran était vrai, menaçait, avec ce projet d'exportation de la révolution, donc menaçait toutes les monarchies arabes du Golfe Persique. Mais d'un autre côté, effectivement, on a soutenu Saddam Hussein. On n'a jamais condamné son attaque. Les Nations Unies n'ont jamais condamné son attaque. Et on l'a laissé attaquer l'Iran. Et on l'a laissé utiliser des armes chimiques dans l'Iran. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire. Les gens n'oublient pas. Donc maintenant, quand on va voir les Iraniens et qu'on leur dit non, mais c'est pas bien. Pourquoi vous avez ce que dit le gouvernement français régulièrement, pourquoi vous avez un programme balistique là? Mais voyez, à quoi ça vous sert? Je veux dire, pourquoi à un moment vous vouliez construire l'arme nucléaire, mais vous dire que c'est pas bien, vous êtes agressif. Les Iraniens ils répondent, je veux dire, il y a une rationalité en Iran. Ils disent écoutez, je veux dire, notre expérience c'est quand même, on s'est fait attaquer par Saddam Hussein. On a été d'ailleurs seuls. Oui, seuls. Les seuls alliés de l'Iran, c'était la Syrie à l'époque Hafez el-Assad et la Libye de Kadhafi. Donc quand vous discutiez avec les Iraniens, ils disaient nos alliés c'est quand même pas terrible. Je veux dire, ils étaient contents de les avoir, mais en face il y avait quand même tous les pays occidentaux qui soutenaient Saddam Hussein. D'ailleurs, les soldats iraniens, ils avaient le sentiment qu'ils se battaient contre l'Occident, si vous voulez. Et donc ça, et là, ce qu'on néglige avec l'Iran, c'est à quel point cet épisode a marqué profondément les dirigeants iraniens. Parce que tous ces jeunes Iraniens dont on parlait tout à l'heure, très jeunes, notamment chez les Pasdaran, c'était des gens qui venaient de familles traditionnelles, donc ont tout appris avec la guerre Iran-Irak, qu'on gravi les échelons, à la fois dans l'armée et puis surtout dans le système iranien, et qui sont maintenant ministres, premiers ministres, dirigeants, etc. Ces gens-là,
Allez leur dire maintenant que faut pas qu'ils aient un système de défense basé sur les missiles. Il faut pas qu'ils se préparent. Il faut qu'ils comptent sur les Nations Unies et sur la bonne volonté des pays occidentaux pour se défendre. Ils vont avoir du mal à vous croire. Hein. Donc effectivement, cette guerre Iran-Irak, à mon avis, pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui, elle est vraiment capitale. Alors 1 million de morts quand même, 500 000 de chaque côté. Oui, 500 000 de chaque côté. 500 000 de chaque côté. Effectivement, beaucoup de blessés dus à les armes chimiques. C'est pour ça que les Iraniens, malheureusement, sont devenus très forts dans tout ce qui est le traitement de ces maladies et beaucoup d'estropiés, etc. Donc le coût humain a été très élevé pour l'Iran. Et toujours encore ce culte du martyr qu'on voit dans toutes les villes, qu'on voit partout, et ces cimetières qui sont, disons, avec des carrés qui sont réservés justement à ces martyrs, et ces cérémonies régulières dans les cimetières. Alors Thierry Coville, il y a quand même, après ce conflit, qui est une victoire finalement de l'Iran, seul contre tous, ils ont pu repousser l'armée de Saddam Hussein, et aidés par tous les Occidentaux. Et puis, il y a eu après, alors quand même, après cette guerre, l'élection d'un ancien ministre de la Culture, Khatami. Alors là, c'était quand même une ouverture, c'est-à-dire c'est une ouverture après la guerre. Les gens, pourquoi ? Parce qu'ils en avaient assez, qu'ils voulaient changer quand même. Alors, il y a un personnage dont il faut parler avant, je pense, c'est Hashimi Rafsanjani. Bon, je suis pas là pour donner des bons points, mais il faut reconnaître qu'il a été président de l'Iran, il est élu président en 1989, et il va faire 2 mandats, jusqu'en 97. C'est 2 fois 4 ans. Et je pense qu'il a joué un rôle très important sur le plan de la politique étrangère. Il a compris que l'Iran allait dans le mur avec ça. Parce qu'il y avait encore des gens en Iran qui voulaient exporter la révolution un peu partout. Lui, il a dit non, il faut qu'on devienne un pays entre guillemets normal. Donc il a donné la priorité à la diplomatie. Il a essayé de rétablir les liens avec notamment les pays européens, de rétablir, de faire une politique dans la région avec les pays. Si vous voulez, par exemple, d'Asie centrale, en disant non, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de nous, on n'est pas là pour vous imposer une république islamique, on veut avoir des relations normales. Donc il a joué un rôle très important. Et à l'intérieur, il a compris que l'Iran était fatigué de la guerre, qu'il y avait une jeunesse qui voulait vivre. Donc il a joué un rôle très important c'est toujours compliqué dans une révolution. On passe d'une période révolutionnaire avec une guerre à une période un peu plus normale. Donc il a joué un rôle très important. Mais toute cette modernisation dont j'ai parlé, elle existait en Iran, on la voyait déjà. Et c'est une de ses premières manifestations politiques, c'est qu'on a une élection en 1997, carrément, d'un modéré qui parle de démocratie, d'état de droit, d'un Iran qui doit avoir un dialogue des civilisations avec le reste du monde, qui dit qu'il a beaucoup d'admiration pour la société américaine. Donc c'est Mohamed Khatami, l'ancien ministre de la Culture. Alors, malheureusement, ça dure un certain temps, mais il y a un retour des conservateurs. Et là, en 2004, donc, quelqu'un qui fait encore peur à l'Occident, qui est Ahmadinejad. Et alors, lui, c'est à la fois... il rétablit, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, Thierry Coville, il rétablit la séparation des 2 sexes à l'université. Il rétablit... alors, il commence à y avoir des arrestations de journalistes, et puis il reprend des positions plus dures, justement, sur la question du nucléaire, dont on va reparler, mais qui fait peur. Il recommence à faire peur un peu à l'Occident. Oui, alors ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que dans les caricatures qu'on nous vend sur l'Iran, c'est l'idée, voilà... Vous voyez, vous êtes en train d'en parler, un pays monolithique dirigé par des fous de Dieu tout en haut. Là, on est en train de parler de courants. Donc vous avez différents courants qui s'affrontent en Iran. Voilà. Et ça qui est un peu compliqué de comprendre en Iran, c'est qu'ils sont très nationalistes. Donc ils arrivent à présenter un front commun vis-à-vis de l'extérieur, mais à l'intérieur, moi, je pense qu'ils se détestent. C'est vraiment des programmes. Ils ont des programmes. C'est des approches complètement différentes du pays, de mener le pays. Donc, c'est vrai, entre Ahmadinejad, qui a un courant, on va dire, populiste, plutôt conservateur, avec un ordre moral islamique, plutôt agressif dans sa politique étrangère, c'était l'antithèse un peu de Khatami, qui était, on va dire, la gauche islamique, qui mettait l'accent sur la démocratie, des relations plus apaisées avec le reste du monde. Donc, on a des vrais affrontements en Iran. Et alors, ce qui se passe, effectivement, c'est aussi l'apprentissage, quelque part, de la démocratie, parce que je crois que c'est en 2005 que Ahmadinejad est élu. En fait, à mon avis, il y a eu de la triche. Bon, c'est un peu compliqué les élections, mais c'est sur 2 tours l'élection présidentielle, un peu comme en France d'ailleurs. Et au premier tour, je pense qu'il y a eu un peu de triche. Et Ahmadinejad arrive, je crois, 2e avec Rafsanjani.
Et en fait, Rafsanjani en Iran a une mauvaise réputation s'il est considéré comme corrompu. Et donc les gens vont voter. Et je pense qu'au deuxième tour, il y a un vrai vote pour Ahmadinejad, parce qu'il le prend pour l'homme, entre guillemets, intègre, honnête, populiste, mais disons, il donne cette image d'homme intègre. Je me rappelle, il était maire de Téhéran. Il était maire de Téhéran, mais disait, voilà, c'est quelqu'un qui va se travailler pour le bien du pays. Et les Iraniens, il y avait en Iran, la population déteste il y a beaucoup de sensibilité par rapport à la corruption. Donc ils ont voté pour lui qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Et effectivement, vous avez raison, il applique un programme populiste, hein. Donc les Iraniens ont goûté ce que ça veut dire le populisme, hein, en dépensant l'argent du pétrole comme ça, donc en créant beaucoup d'inflation, du clientélisme, contrairement à ce qu'il disait, il était intègre, mais il avait également des réseaux qu'il a favorisés, notamment les passes d'Aran. Et puis également, sur le plan de la politique étrangère, c'est pas la même chose que... c'est toujours marrant, il y a des gens qui nous vendent à l'extérieur, non, mais l'Iran c'est bonnet blanc et bourbonnais, il n'y a pas de modéré, il n'y a pas il n'y a pas de modéré, il n'y a pas de dur, etc. Ouais, allez, voilà, actuellement, ils ont Rouhani. Vous allez voir leur tête quand ils auront quelqu'un comme Ahmadinejad à la tête de l'Iran. Donc, allez discuter aux diplomates qu'on négociait avec l'Iran. C'était pas la même chose de négocier avec Ahmadinejad que de négocier ensuite avec Rouhani. Donc, c'est des courants différents, effectivement. Et Ahmadinejad, donc lui, il fait 2 mandats. Alors, déjà, son deuxième mandat, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est en 2009. Il avait sans doute perdu les élections face à Moussavi. Et donc, il y a ces énormes manifestations en Iran. Hein. C'est la première manifestation. 3 millions de personnes à Téhéran qui disent... Et en plus, c'est là où on voit la modernité de la société iranienne. Ils font pas c'est pas des slogans populistes. Ils disent « Où est passée ma voix ?» Où est passée ma voix ? Ma voix qui compte, hein, on est des républicains, on a voté, où est passée ma voix ? Et donc il y a une répression. Hein. Donc Ahmadinejad fait tant bien que mal un deuxième mandat. Et de nouveau, moi je dis toujours, dans des conditions normales, quand l'économie est normale, quand il n'y a pas une politique, entre guillemets, un peu stupide de la part de l'étranger, les Iraniens votent pour le plus modéré. Et donc, en 2013, ils sont sous sanction et Rouhani apparaît. Hein, il n'est pas le choix principal du guide, hein, qui est Khamenei, qui a pris la suite de Khomeini, qui est le numéro 1 du système, mais il se fait élire sur un discours un petit peu comme la mode de Ratami, en disant on va régler nos problèmes avec le reste du monde, mais par la négociation, sans agressivité, et je veux également reconstruire l'économie. Et donc, on a de nouveau un modéré qui est élu en 2013 avec Rouhani. Alors, Thierry Coville, écoutez, on va refaire une petite pause musicale. عشق مثل تو قصه ها نیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته است عشق همون مهر مادری بود تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه عشق لبخنده یه دوست خوبه عشق کتاب خوندن وقت غروبه یادت نمونه عشق اون هدیه است که
نداشتم عشق همون بود که براش هیچ وقتی نذاشتم عشق مثل تو قصه ها نیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته است عشق همون مهر مادری بود تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه عشق اون هدیه است که دوست نداشتم عشق همون بود که براش هیچ وقتی نذاشتم. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en présence de Thierry Coville et nous parlons de son livre « Iran, la révolution invisible ». Nous avons parlé de l'histoire de la révolution islamique en Iran. Et Thierry Coville maintenant, et on va peut-être pouvoir parler aussi quand même de l'actualité, parce que l'actualité est brûlante, on peut dire, en Iran actuellement, parce que les sanctions donc décidées par les États-Unis et notamment par leur par le président des États-Unis, Donald Trump, qui le 8 mai 2018 a retiré est sorti de l'accord de Vienne concernant le nucléaire iranien, et puis après a commencé à mettre des sanctions, alors qu'il y en avait déjà, à mettre des sanctions encore plus fortes sur l'Iran. Alors, bon, donc on est dans cette période. C'est une période délicate pour l'Iran. Oh, c'est catastrophique. Moi, c'est quelque part, quand on est chercheur, on essaye de garder une certaine objectivité, mais ça me fait mal au cœur. Enfin, cette société iranienne dont on a parlé, vous voyez, qui a fait tellement de progrès, qui est en pleine modernisation, qui demande des choses qu'on peut comprendre, comme la démocratie, l'état de droit. Quelle réponse leur donne l'Occident, si vous voulez ? Donc, au lieu, quelque part, de les encourager, de les comprendre, moi, je pense que ça devrait être la base, quelque part, de la politique étrangère. Enfin, dans un monde idéal, je pense que ce qui se passe en Iran, si cette société civile peut avoir de plus en plus de pouvoir sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, c'est bon pour l'Iran et c'est bon pour la région. Donc, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, plus on ira dans ce sens-là, plus on ira dans un apaisement des tensions. On parle toujours, il faut apaiser les tensions dans la région. Déjà, commençons à prendre en compte les sociétés civiles et les accompagner dans leur... Il ne s'agit pas de leur donner des leçons, les accompagner dans leur modernisation. Et là, on est en train de les massacrer. Enfin, je veux dire, j'entendais, c'est pas pour le critiquer, mais j'entendais... Bon, effectivement, il faut rappeler les faits, parce que on dit tout un peu n'importe quoi. Je veux dire, il y avait un accord sur le nucléaire entre l'Iran et les 5+1. Donc, c'est les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne. Cet accord, il disait quoi ? Il disait que l'Iran donnait des garanties que son programme nucléaire resterait civil. Donc, il devait limiter leur nombre de centrifugeuses, toute une série de choses, etc., en échange d'une levée des sanctions prises pour les forcer, justement, à accepter un certain nombre de choses. L'Iran a respecté cet accord à la lettre. Je crois que je ne sais pas combien. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est chargée de vérifier l'application de cet accord, qui est une agence des Nations Unies, a fait, je crois, au moins 15 rapports. Ils ont des inspecteurs qui vont régulièrement en Iran. 15 rapports en disant l'Iran respectait l'accord à la lettre. Donc, il n'y avait aucune raison pour les États-Unis de sortir de l'accord. Mais Trump, comme le Parti républicain, c'est pas que Trump, le Parti républicain aux États-Unis avait descendu cet accord parce que c'était Obama qui l'avait fait, et deux, ce que les Américains, on parlait de la mémoire collective. Aux États-Unis, il y a une partie de la société iranienne et le Parti républicain qui n'accepte pas une normalisation des relations avec l'Iran. C'est pour ça qu'ils étaient contre ce qu'avait fait Obama, parce que quelque part c'était accepté, c'était traiter l'Iran, négocier avec l'Iran, c'est traiter l'Iran comme pays normal, faire des concessions. Enfin, l'Iran n'a pas que, contrairement à ce que dit Trump, l'Iran n'a pas que gagné avec cet accord. Ils ont accepté la limitation de leur programme nucléaire en Iran. Beaucoup de
ces ultra-conservateurs dont on parlait en Iran, ils étaient contre cet accord. Donc c'était la victoire des modérés. Et donc Trump, à mon avis, pour faire plaisir au Parti républicain, parce que lui personnellement, et puis je pense qu'il y avait une volonté de détruire également l'héritage d'Obama, il sort de cet accord en mai 2018 et réinstaure ce qu'il appelle lui-même une politique de pression maximum qui vise que l'Iran renégocie complètement l'accord aux conditions américaines. Et également, il n'y a pas que ça. Mike Pompeo a donné 12 conditions. C'est l'Iran arrête de soutenir le Hezbollah, arrête de soutenir Bachar el-Assad en Syrie, arrête son soutien aux milices chiites en Irak. Quelque part, les Américains demandaient une reddition en race campagne de la République islamique d'Iran. Et donc, tant que l'Iran n'acceptait pas cette reddition, il y avait une politique de pression maximum. Et là où je trouve quelque part scandaleux, excusez-moi, mais sur le plan éthique, c'est que, qu'ils aient un problème avec le gouvernement iranien, d'accord, mais ils font peser ça sur 80 millions de personnes. Donc les Iraniens doivent survivre avec une inflation à 40%, un chômage, je pense qu'il est au moins à 20%. Donc, d'après ce qu'on me dit, beaucoup d'Iraniens ne mangent plus assez de viande. Une monnaie qui dégringole. La monnaie s'est effondrée. Il y a des pénuries de médicaments parce que les Américains, la main sur le cœur, disent « Mais non, notre embargo ne concerne pas les médicaments ». Ce qui est faux parce qu'ils ont mis une telle pression sur les banques, elles refusent toute transaction avec l'Iran. Les Suisses, en Union européenne, sont... Quand même, c'est les Suisses, ne font pas partie de l'Union européenne, mais bon, peut-être on devrait suivre leur exemple. Ils sont en train d'essayer de mettre en place un système pour que l'Iran puisse acheter des médicaments étrangers. Il y a des pénuries, il y a des gens qui meurent en Iran actuellement, dans le domaine de l'oncologie, ils n'ont pas les traitements suffisants. Donc, c'est presque scandaleux, quoi. Quelque part, si vous voulez, sur le plan, c'est presque un cas d'école. Ils signent un accord, validé par une résolution des Nations Unies, quand même. Les États-Unis sortent sans raison, méprisent le droit international, instaurent cette politique de pression maximum. Et ça touche quand même, sur le plan éthique, ça devrait quand même nous concerner, l'Union européenne, 80 millions de personnes. Il y a des pénuries de médicaments. Qu'est-ce que l'Europe fait ? Elle sort aussi. L'Europe est restée dans l'accord, mais elle n'a rien fait. Pas de l'accord, oui, mais par exemple, les entreprises françaises, Total, etc., suivent accord, se retirent aussi de l'Iran. On a quelque part, c'est là aussi, on parle beaucoup de la souveraineté européenne, mais bonjour. Enfin, excusez-moi, moi, personnellement... je suis très pro-européen, mais alors là, je veux dire, non, ce qui s'est passé, ça dénote une faiblesse de l'Europe, parce que respecter un accord sur le papier, c'est très bien, mais si on n'est pas capable de se battre pour défendre ses convictions, je pense qu'on aurait pu montrer un petit peu plus de... Alors, c'est pas simple, je veux dire, je pense que négocier avec Trump, et il n'y a pas que sur l'Iran qu'on a des problèmes avec lui, mais on aurait pu montrer un peu plus de fermeté dans notre volonté de contrer Trump, et on a du côté iranien, c'est tout ce qui se passe actuellement... Pour répondre, les Iraniens, ils sont vivants. Il y a une rationalité en Iran. Ils ont vu les Européens, ils comptaient sur les Européens. Ils comptaient sur les Européens. Pour défendre l'accord et continuer à commercer avec eux. Ils ont vu que les Européens cédaient et ont arrêté d'acheter du pétrole iranien. Donc, ils ont attendu quand même pendant 1 an. Ils ont donné quelque part la chance aux Européens. Ils ont vu que les Européens ne faisaient rien. Ils ont changé de stratégie. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'Iran répond maintenant. Ils en ont marre de se faire massacrer économiquement. Ils considèrent que c'est une guerre économique. Ils considèrent que quelque part, Trump voulait les faire craquer. Donc quelque part, c'est Trump, même s'il dit le contraire, il voulait un changement de régime. Donc ils répondent. Ils répondent et on a tous ces incidents dans le Golfe Persique. On ne sait pas... Si l'Iran est derrière, il y a eu cette attaque contre les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite, c'est lui parce que l'Iran en a eu marre. Et je pense, moi je dis souvent, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Ils ont respecté l'accord, ils ont donc il y a tous ces incidents, puis ils ont commencé petit à petit à sortir de l'accord. Donc effectivement, ok, il y a des problèmes actuellement, mais qui c'est qui les a créés ? C'est la politique américaine en sortant sans raison de cet accord. Et puis ce fameux nucléaire iranien, Thierry Coville, ce fameux nucléaire ne date pas de la révolution islamique. C'est-à-dire que vous écrivez, le programme nucléaire iranien n'est pas né avec la révolution islamique, puisque ce dernier avait été lancé par le Shah dès la fin des années 1950. L'objectif était officiellement une exploitation à des fins civiles, mais un certain nombre d'éléments laissaient penser qu'un programme militaire avait également été mis en route. En 1974, l'Iran est entré à hauteur de 10% dans le capital d'Eurodif. Alors là, ça a fait quand même pas mal de problèmes par la suite. Le consortium européen d'enrichissement de l'uranium, ce qui lui a donné droit d'ailleurs à peu près à 10% de la production de l'usine. Et l'Iran a aussi accordé un prêt de $1 milliard
au commissariat à l'énergie atomique français, c'est-à-dire le CEA qu'on connaît bien et contre lequel nous luttons, nous aussi, ici à Radio Libertaire. Alors, après la Révolution, d'ailleurs, hélas, je ne savais pas, que Khomeini avait d'ailleurs demandé l'arrêt de ce programme nucléaire. Et puis, comme il y a eu la guerre Iran-Irak, il a changé d'avis, et puis ce programme nucléaire, donc, a continué et a menacé. Mais on doit dire que quand même, c'est pas les Iraniens qui l'ont installé tout seuls, ce programme nucléaire, avec les Français et les Russes. C'est pour ça que moi je trouve que c'est très intéressant quand on travaille en géopolitique, c'est mettons-nous à la place de l'autre. Mettons un petit peu pour comprendre son mode de fonctionnement. Arrêtons de le condamner a priori. Donc quand vous l'avez répété, l'Iran du temps du Shah, il faisait n'importe quoi. C'était bien, l'Iran était le gendarme du Golfe, donc il a le droit de tout faire. Donc effectivement, le Shah a lancé un programme nucléaire, et à l'époque, les Américains... Alors il y avait un petit peu de méfiance quand même, parce que tous lancer un programme nucléaire à l'époque, les Américains et notamment se disaient, il y a peut-être un projet de bombe atomique derrière. Donc, et les Européens aussi, tout le monde était très content de vendre toutes ces centrales à l'Iran, etc. Donc le programme nucléaire à l'Iranien, c'était très bien à l'époque, même si effectivement il y avait des soupçons que, je pense que le Shah avait quand même des idées derrière la tête. Le Shah était obsédé par la puissance militaire iranienne, donc je pense qu'il devait penser très fortement à une bombe atomique. Et puis la révolution arrive, et pour des raisons religieuses, Khomeini arrête le programme nucléaire iranien. Et donc on en revient à cette logique. L'Iran est attaqué par Saddam Hussein au début des années 80. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne condamne jamais l'agression irakienne. Tous les pays occidentaux se mettent derrière Saddam Hussein. Qu'est-ce que fait un pays isolé ? Sur le plan rationnel, moi je ne suis pas expert en affaires militaires, mais ce serait peut-être bien d'avoir... En plus, l'Iran a été envahi en termes par les forces conventionnelles. Ils ont eu du mal par les forces militaires irakiennes. Donc il se dit, ce serait bien d'avoir une force de dissuasion. Donc c'est à partir de là qu'ils mettent en place un programme balistique, en essayant qu'il soit autonome, d'ailleurs avec une industrie nationale, pour pas dépendre du reste du monde. Et également, ils commencent à mettre en place un programme. Alors au début, l'idée, à mon avis, c'est d'être une puissance du seuil, c'est d'arriver à avoir la technologie nucléaire pour, si nécessaire, fabriquer une bombe atomique rapidement. Mais je veux dire, il y a une logique derrière. Ils se disent, on est seul, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne veut pas nous défendre, tous les pays occidentaux sont contre nous, construisons une force de dissuasion. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça maintenant. Alors effectivement, ils ont... après des longues négociations, c'est pour ça que vous voyez des diplomates, notamment européens, qui ont vu Trump balayer comme ça cet accord en disant que c'est le plus mauvais accord que j'avais signé les États-Unis. Quelque part, les Européens, ils négocient avec l'Iran depuis 2003. Donc vous imaginez, quand 2003-2015, ça fait 12 ans de négociations. Bon, on arrive à cet accord qui tient, je veux dire, l'Iran respecte, etc. Et donc, effectivement, c'est là, quelque part, on a l'impression de revenir à un point de départ. Alors, c'était énorme, il y avait la question nucléaire, mais quelque part, on montrait aux Iraniens, c'est important, que le gagnant-gagnant, qu'ils pouvaient compter quelque part sur l'Occident avec cet accord. Que c'était, si vous voulez, il y a toujours, on en parlait, il y a deux approches en Iran. Il y a les modérés qui disent on peut avoir une approche constructive avec le reste du monde basée sur le respect du droit international. Et il y a les durs qui disent n'ayez aucune confiance des Occidentaux, ils n'attendent que d'une chose, c'est vous mettre un couteau dans le dos, ils veulent renverser le régime, ils vous font des sourires, mais il ne faut pas leur faire confiance. Vous imaginez comment les durs sont actuellement en Iran. C'est pour ça qu'ils ont le haut du pavé. Et donc, cet accord également, je pense que Trump, il n'avait pas pensé à ça, mais en sortant, il a délégitimé tous ces modérés qui croyaient dans le droit international, qui continuent à y croire d'ailleurs. Et il a donné raison en Iran à ceux qui disent non, avec les Occidentaux, ce qui compte, c'est le rapport de force. Donc, arrêtez les sourires, ou faites des sourires, mais arrivez quelque part bien armés pour imposer un rapport de force. Donc, c'est ça, quelque part, le drame de la situation actuelle. C'est qu'on a renforcé en Iran tous ceux qui ne croient pas au droit international et qui pensent que ce qui compte dans les rapports avec l'Occident, c'est le rapport de force. Donc, allez dire maintenant aux Iraniens, moi, quand j'entends les discours en France qui disent « Ah non, programme balistique, votre programme balistique, là, non, mais écoutez, non, c'est scandaleux, etc. » Il y a quand même toute l'histoire derrière, si vous voulez. Il y a le fait qu'ils étaient seuls, que le Conseil de sécurité des Nations Unies... Moi, je ne suis pas là pour défendre les durs iraniens, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies ne les a jamais défendus. Tout l'Occident était contre eux. Et maintenant, on va leur dire, non, mais faites-nous confiance quelque part. N'ayez pas... Alors qu'ils savent que les mêmes Occidentaux qui leur disent ça vendent tous les armements militaires qu'ils peuvent, notamment à l'Arabie Saoudite, qui est leur grand ennemi. Allez leur dire qu'ils n'ont pas le droit à un programme balistique. Donc, j'en reviens à cette idée. Je pense que c'est là où, c'est pas pour dire du bien d'Obama, mais je pense qu'il était passé avec l'administration américaine précédente, c'était intéressant parce qu'ils avaient beaucoup de rancœur contre l'Iran. Mais l'idée, c'est de comprendre l'Iran, ses forces, ses faiblesses, que c'est un pays finalement
quelque part, avec qui on peut discuter et avec qui on peut arriver à un accord. Et donc, je pense que... alors, il y a des efforts récents du président Macron pour négocier avec l'Iran. Je pense qu'il faudrait revenir à cette idée. L'Iran, c'est pas... Il faut arrêter de les diaboliser. C'est pas le plus parfait, la plus grande démocratie du monde. Ça, j'en suis bien conscient. Mais je veux dire, c'est un pays qui a son histoire, qui a une profonde modernisation de sa société civile, et ce serait bien d'arrêter de les diaboliser, de les condamner et de négocier complètement avec eux et de reconnaître que tous les erreurs ne sont pas toujours de leur côté. Thierry Coville, on va encore faire une petite pause musicale avant de terminer encore sur l'actualité, parce qu'il y a des affrontements encore, aujourd'hui, il y en a eu très récemment encore, entre on arrête un tanker, on attaque un tanker, tantôt un tanker iranien, tantôt un tanker d'une autre nationalité. Bon, on va écouter un petit peu Dang Cho, qui, elle, alors vit au Canada. آسته آسته یواش یواش اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم به خدا آن نگاهت از خاطرم نرود مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی یا به خدا نگهت از خاطرم نرمه به خدا نگهت از خاطرم آسه یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی یا به خدا نگهت از خاطرم نرود به خدا خاطرم نرود آسه
یواش یواش اومدم در خونتون مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون یک شاخه گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل‌ها خندیدی. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Coville qui nous parle de l'Iran en général. Et puis il est venu aussi parce que j'avais lu son livre Iran, la révolution invisible, que je vous conseille, qui a été édité par La Découverte. Il y a déjà 12 ans, ouais. Mais qui reste tout à fait intéressant et indispensable pour des gens qui veulent connaître l'histoire, l'économie, la société de l'Iran et tout ce qui s'est passé, disons, dans la période contemporaine, on peut dire. Alors, je leur conseille fortement cette lecture. Bon, le livre, maintenant, je crois, est presque épuisé. Il y aura peut-être une réédition, peut-être actualisée. Bon, on verra, hein, Thierry Coville. Bon, maintenant, on vient d'entendre de la chanson, de la poésie. Alors, on est dans une période en Iran très difficile. Il y a à la fois... à cause de l'agression, on peut dire, des États-Unis, un renforcement du régime autoritaire en Iran, notamment avec les gardiens de la révolution et tout ça. Et puis, est-ce que les jeunes, aujourd'hui en Iran, sont prêts à retourner à la guerre ? Est-ce que une guerre serait possible en cas de problème dans le détroit d'Ormuz ou ailleurs ? Alors, vous savez... on ne peut pas faire de prédiction. Par contre... Ce que je sens, moi, lors de toutes mes visites en Iran, vous le confirmez, et tous les gens qui sont allés en Iran le confirment, c'est pas le pays qu'on nous décrit agressif, vous voyez, avec... Non, mais je veux dire, faut le dire. Les gens en Iran, qu'est-ce qu'ils veulent ? Une vie normale, ils veulent des discussions, il y a un énorme appétit de discuter, ils sont très respectueux, ils vous invitent, mais ils vous étouffent pas non plus, donc... je veux dire, quand on va en Iran, on passe d'excellents moments et on n'est pas face à des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est un peu ce qu'on nous vend, hein, d'un pays qui veut conquérir. Enfin, quand j'entends l'Iran qui veut dominer la région et qui veut réinstaurer l'empire perse pré-islamique, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, donc on sent pas du tout ça en Iran. Par contre, alors il faut pas se tromper non plus, et c'est là où c'est comment dire, l'erreur aussi américaine, hein, il y en a beaucoup, c'est que en faisant ça, il a quelque part relégitimé les durs en Iran, qui étaient plutôt en perte de vitesse, et il a relancé le nationalisme iranien. Le nationalisme iranien, c'est une réalité. Et c'est tout un nationalisme qui s'est toujours construit en réaction à l'agression. Vous imaginez actuellement. Donc le nationalisme, à mon avis, il est fortement monté en Iran. L'anti-américanisme, notamment dans les classes les plus populaires en Iran, c'est une réalité. Donc effectivement, moi je pense qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Si l'Iran, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien l'a dit, si on est attaqué, on répondra. Et ils ont en Iran, on a parlé, il faut voir l'histoire du pays. Hein. Tous ces dirigeants de l'Iran, ils sont formés avec la guerre en Irak. Hein. Soleimani, le responsable de la force Al-Rods, c'est la force des passes d'Aran qui fait les actions extérieures, il a gagné, je crois que c'était un jeune officier, il a gagné tous ses galons lors de la guerre en Irak. Donc, en gros, ils n'ont pas froid aux yeux, tous ces gens-là. On le voit bien. Donc, si vous voulez, ils sont prêts à répondre. Donc, mais ce serait une catastrophe. Hein. D'ailleurs, je pense que l'Iran ne veut pas la guerre. Mais ils ont toutes les passes d'Aran. Ils réfléchissent depuis des années à améliorer les défenses de l'Iran et ils ont développé ce concept de guerre asymétrique. Si vous voulez, ils partent du principe de toute façon, ils ne feront pas le poids face aux Américains s'il y a un affrontement. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour infliger un coup à l'adversaire pour qu'il évite de nous attaquer. Donc, il y a bon, moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais ce que je comprends, c'est que l'Iran compte beaucoup sur ses capacités d'intervention dans la région. Donc, les messages qu'ils sont en train de faire passer dans la région, c'est attention, si vous nous attaquez, ça va être le feu dans toute la région et également dans le Golfe Persique où passe quand même entre 20 et 30% du trafic pétrolier mondial. Donc, pour répondre à votre question, la société iranienne, cette modernisation fait qu'elle est plutôt pacifique, hein. Les gens veulent plutôt régler leurs problèmes par la négociation. Mais si on les attaque, non, très clairement, ils répondront. Oui, c'est d'ailleurs le danger qu'on ressent. Effectivement, là, dernièrement, au mois de juin de cette année, j'ai pas senti d'inquiétude chez les Iraniens. Ils se sentaient pas forcément menacés, mais ils étaient plutôt inquiets, justement, de ce retour d'un régime dur qui allait et de la
position que pouvaient reprendre des combattants qui sont prêts justement à s'affronter. Et pour nous, les pacifistes, ça nous inquiète beaucoup. Oui, non, mais vous avez raison. Je pense que bon, faut aussi faire attention parce que si vous prenez les dernières élections présidentielles en Iran, quand Rouhani a été réélu, bon, il a gagné, il a eu 60% des voix. Mais en face de lui, il y a quand même 40% des voix et son adversaire, c'est Ebrahim Raïssi, qui est devenu, je crois, le nouveau ministre de la Justice, qui lui est un vrai dur, dans la lignée des ultra-conservateurs, et que lui, pour un petit peu moins populiste qu'Ahmadinejad, mais bon, si vous voulez, un ordre moral islamique, un Iran beaucoup plus agressif à l'extérieur. Donc, il faut dire, l'Iran est en pleine modernisation, mais c'est toujours plus compliqué que ça, si vous voulez. Vous avez des gens qui pensent, bon, quelque part, si on était à leur place, qui font aucune confiance dans les pays occidentaux, qui pensent je vous disais tout à l'heure, cette idée en Iran, malheureusement, je veux dire quand même, nos actes ont des... Si vous voulez, ce qui me frappe toujours avec les Occidentaux, enfin, moi, je connais surtout l'Iran, mais c'est d'imaginer qu'on prend des décisions, et puis on se trompe, et non, mais écoutez les gars, on s'est trompé, revenons au point de départ. Mais c'est pas si simple que ça. Si vous voulez, on a quand même piétiné voilà, il y a un passé. Alors, mettons de côté la guerre Iran-Irak où les Occidentaux, notamment la France, n'a pas eu un rôle très glorieux. Mais là, pour cet accord, l'Iran le signe, le respecte. Les Européens disent aux Iraniens, oui, c'est très bien, c'est super, on ne fait rien. C'est validé par une résolution des Nations Unies. Les Américains sortent comme ça de l'accord et mettent en place une politique de pression maximum et disent carrément qu'ils veulent un changement de régime et asphyxient l'Iran. Mais du côté iranien, il y a l'idée, bon, ça va, vous êtes bien gentils. Puis moi, j'ai entendu des réflexions, notamment vis-à-vis des Européens, mais on dirait que les Européens, qu'est-ce que l'Iranien m'a dit, il m'avait frappé, c'était très juste, il m'avait dit, oui, vous êtes pour le droit international tant que vous prenez pas de coups. Et je me suis dit, c'est très vrai. On a des beaux discours sur le droit international, mais dès qu'on risque des petites sanctions américaines, oh là là, retraite en race campagne, donc c'est très beau le droit international, mais en gros, on laisse ça aux Iraniens, défendez le droit international tout seul. Ben non, les Iraniens, ils voient ça, ils se disent, c'est pour ça que c'est... Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais c'est plus compliqué que ça actuellement en Iran. Si vous voulez, je pense qu'il y a quand même un terrain d'entente entre ces modérés et ces durs. Les modérés se sont aussi rendus compte que arriver simplement avec, quelque part, le drapeau blanc et dire c'est super le droit international, ça marche pas toujours. Donc il faut que l'Iran arrive bien armé à d'éventuelles négociations avec les Américains. Donc malheureusement, je pense que... Est-ce que l'exemple de la Corée du Nord leur sert justement ? Écoutez, on a fait souvent, parce que finalement, la Corée du Nord tient tête à Trump. Et est-ce que les Iraniens se disent pas, finalement, nous aussi, il faut qu'on tienne tête avec les mêmes moyens ? Non, mais ce qu'ils voient surtout, c'est quand même eux, si vous comparez deux situations, ils font quand même l'effort, parce qu'ils l'avaient pas, la bombe atomique. Okay, donc ils font l'effort de négocier, de construire un accord qui n'est pas simple en Iran, et ils le respectent, et on leur marche dessus. À côté de ça, ils voient un pays, la Corée du Nord, qui a la bombe atomique, je sais pas comment à qui on dit, bon, écoutez, ouais, c'est super, comment il s'appelle, Kim Jong-un, Trump dit, c'est un bon pote, je l'aime bien, on va discuter ensemble. Voilà, ça renforce, à mon avis, en Iran, chez les durs, mais qui étaient déjà d'accord, et puis un petit peu chez les modérés, l'idée que, voilà, dans le monde actuel, quelque part, si vous ne faites pas respecter, si vous n'arrivez pas bien armé pour une négociation, on ne vous respecte pas. Et ça, à mon avis, c'est vraiment dommage dans le cas de l'Iran. Et ce qui fait que ça va être compliqué. Si vous voulez, bon, les futures négociations avec l'Iran, elles vont être compliquées, parce que tout cet épisode, ils ne vont pas l'oublier de sitôt. Alors Thierry Coville, là on arrive à la fin de l'émission, mais je crois qu'on n'a pas terminé avec l'Iran. Vous êtes prêt à revenir nous voir de temps en temps? Avec plaisir, avec plaisir. J'aimerais bien qu'on ait des nouvelles un petit peu plus apaisées à commenter. Mais bon. Et on pourra parler à ce moment-là de la poésie, de la chanson, je suis moins spécialiste du cinéma. Du cinéma par exemple, parce qu'il y a de très bons films iraniens qui sont sortis et qui sortent encore. Et puis, écoutez, il nous reste à vous remercier d'abord, et je conseille aux auditeurs, s'ils ont été intéressés par cette émission, et j'en suis persuadé, d'essayer de trouver le livre de Thierry Coville qui s'appelle « Iran, la révolution invisible », qui a été publié à La Découverte. Et puis, il y a aussi d'autres livres que je ne cite pas là. Nous allons faire un petit article dans notre revue L'Union pacifiste du mois prochain, justement sur l'Iran. Ça date un peu, puisque ça date du mois de juin, et puis il se passe tellement de choses en Iran entre-temps, il faudrait toujours actualiser. Et puis, peut-être qu'un jour aussi, vous actualiserez votre livre. Inch'Allah. Beaucoup de travail. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, et merci Pedro, merci à tous, et à la semaine prochaine.